Bienvenue sur JDR Factory. Yes. On est en live ce Salut, hein. soir, ce sera retransmis après sur notre chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va parler ce soir, Axel? Eh ben, ce soir, c'est un épisode de la table des joueurs en live où on va parler du fun et de l'amusement en jeu de rôle du point de vue des joueurs sous forme d'anecdotes. Donc, globalement, vous allez arriver, parce que c'est vous qui venez ce soir, vous venez à nous. Vous allez nous raconter un peu une anecdote fun ou un truc que vous avez vraiment aimé en partie. Et il n'est pas impossible qu'avec Matt, on vous pose une ou deux questions histoire de cadrer un peu le pourquoi du comment que ça marche-t-il. Et voilà, globalement. Voilà l'idée. Évidemment, on va Donc, vous raconter aussi nos anecdotes. on fait venir des invités, on vous fait venir. Venez donc sur notre chaîne, venez, on Ouais, vous pose des questions. Et on sur le essaie de Discord. comprendre qu'est-ce qui nous plaît tant que ça dans le jeu de rôle ce soir. Générique. Moi, je me suis toujours demandé est-ce que tout le monde aime le jeu de rôle de la même manière? Réponse non. Mais justement. Et qu'est-ce qui nous plaît tant que ça dans le jeu de rôle? Qu'est-ce qui fait qu'on y revient à chaque fois? Et on s'était dit qu'on allait, en gros, essayer d'essayer de partir sur un de nos meilleurs souvenirs de jeu de rôle et d'essayer de comprendre pourquoi il était si bien. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'il était si bien? Est-ce que c'est juste parce que les joueurs étaient formidables, le MJ formidable et le jeu on s'en fout et le système on s'en fout? Ou au contraire, est-ce que la mécanique vous aurait aidé à avoir du plaisir? Ou est-ce que c'est un peu de tout cela? Plein de questions ce soir. Ouais. Et donc, Et donc il me semble qu'on a déjà quelqu'un avec nous, ouais, Monsieur on le Olshad, connaît bien. qui est Oui, avec nous. bonsoir. Le chat de chez Scandal. Donc Tius, pardon. ce C'est soir ça, on tout à est, fait. on est paresseux, on a que nous à l'image et on n'a pas nos invités. Ouais, Je sais mal, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est ouais. techniquement compliqué, il faudrait un troisième larron caché dans l'ombre pour envoyer l'image de l'invité, enfin bref. Donc Faudrait Olshad, une régie, quoi. voilà, il faudrait une régie pour qu'on puisse avoir... Et donc, Olshad, est-ce que, Oui, quand on parle de jeu de rôle, du plaisir qu'on a dans le jeu de rôle, est-ce que tu voudrais partager avec nous un de tes meilleurs souvenirs de jeu de rôle? C'est vaste, c'est large, et après on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer de ce souvenir. j'avoue que bon, j'y ai pensé, hein, parce que quand c'est arrivé sur les réseaux sociaux que j'ai vu bah, la question hein, par rapport au live de ce soir, j'ai essayé d'isoler un souvenir ou autre, hein, et c'est vrai que il y en a pas mal qui sont tellement anciens ou autres, ou tellement méta qui serait compliqué. Hein, c'est vrai que des fous rires en jeu de rôle, j'en ai eu tellement. Mais certaines fois, pas forcément. Il y a le jeu de rôle, mais c'est parce que voilà, c'est du hors-jeu, mais c'est aussi ça qui est bon, justement, parce que. Et c'est aussi ça que j'aime dans le jeu de rôle. C'est quelque chose, des fois, que je reproche, entre guillemets, à certains actual play, justement, qui vont couper tous ces fous rires un petit peu hors-jeu, qui pour moi, justement, sont tellement l'essence même de ce jeu qui nous sociabilise, au final. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Bon, bah, d'ailleurs, c'est la première composante du jeu de rôle pour moi. Ce que je mets en premier, c'est que c'est un jeu social où on joue à plusieurs. Donc, ouais, je trouve que c'est Mm. hyper important. Et effectivement, le metagame et l'ambiance générale autour de la table va beaucoup participer à avoir des bons moments. Donc Olshad, quel est le souvenir pour toi qui Eh ben, représente le mieux tout ça? c'est un souvenir en fin de compte, mais finalement, je dirais, c'est devenu quelque chose de récurrent. C'est sur la campagne de Warhammer, hein, donc, que je masterise sur la chaîne de Aki Hellfire Warhammer, tu veux depuis dire bientôt le 4 jeu ans. sombre un médiéval Voilà, fantastique sombre, dégueulasse, où les c'est gens ça. meurent et ont des blessures graves, mais on rigole. C'est Mais ça. oui, Oh où oui. les joueurs, en fin de compte, étaient en train d'explorer une grotte parce que c'était ce qui leur permettrait justement de rentrer discrètement dans un château. Et donc, ils explorent cette grotte, et donc je suis en train d'expliquer, vous arrivez dans un tunnel qui commence à s'agrandir, en fait, hein, et là, justement, tu as un de mes joueurs, qui est aussi un pote, en fin de compte, il fait, alors que je fais, oui, et donc, le couloir s'agrandit, et fait, ah, comme mon ex. Voilà, et puis après je fais, et qui est rempli de champignons. Et il fait, comme mon ex.
Et c'est quelque chose qui est devenu récurrent, en fin de compte, quand il se passe quelque chose comme ça, où on va rebalancer comme mon ex, en fait, hein, c'est devenu un mème, quelque part. Mais je reconnais ça, c'est de l'humour de beauf, c'est excellent. Oui, oui. Ok. Je Non, sais un pas peu. si c'est la première chose que j'aurais pensé de partager dans le jeu de rôle. Tiens, ah, Non, l'humour paillard. Ok. bah si en vrai. Mais en vrai oui, alors mais je suis complètement d'accord avec Old Chad. C'est un truc que j'ai un peu perdu en ligne d'ailleurs, parce que cas au début. Et sur les actual play, on en parlait, le côté un peu et entre guillemets on aseptique, disponible au grand public. Mais effectivement, quand on est entre des potes de vieille date et des vieux potes, il y a des fois des blagues limites et on va pas se mentir. Alors là, c'est sur Dex, c'est complètement macho, etc. Ça Ça peut dépend, être des qu'est-ce que blagues t'en sais? Peut-être qu'il est homo. C'est homo, c'est peut-être vrai. vrai. Mais, Ça peut être mais- misandre, c'est pas que j'ai- misogyne. j'ai jamais fait autant de comment dire, d'accent pourri qu'en vrai ou dans des parties non streamées, parce que effectivement, en partie streamée, je me dirais, oh, c'est quand même un peu limite, et ça représente pas du tout qui je suis, dans le sens où c'est juste pour se marrer, quoi. Pas de, je sais pas que je Mm. déteste. Notamment une super partie avec Matt et la Burst Team, où je jouais un docteur allemand en Amérique du Sud. Autant vous dire qu'il y a eu de l'accent. Et donc, du coup, ouais, donc moi je suis assez d'accord. L'humour un peu décomplexé, un peu gras, et surtout entre se connaissent bien. Surtout entre gens qui se connaissent bien, faut pas faire ce genre de blague avec des gens que vous ne connaissez pas, ça peut peut-être hyper malaisant. Mais même si on aime cet humour, hein. Moi, un mec que je connais pas qui me dit ouais, comme mon ex, bah, je suis sûr que ça me fait beaucoup moins rigoler que si c'est un mec, c'est un pote de longue date, quoi. Bah, d'une part, c'est vrai que c'est un pote de longue date, et puis en plus, là, je pense qu'on était à peu près à 2 ans de campagne déjà. C'est Donc, ça, donc ça se voilà. connaissait bien, quoi. Oui, c'est ça, Il y avait hein, il y avait des automatismes, et voilà, quoi. c'est ça, tout à fait. C'est hyper important. Mais ouais, c'est oui, carrément. Ce genre d'humour, oui, c'est vrai, existe autour de la table, c'est vrai. Maintenant, je sais pas si moi je mettrais tous ces moments de méta comme mes meilleurs souvenirs de jeux de rôle dans le sens ou pas que je trouve que c'est déplacé d'avoir ce genre d'humour ou quand on montre bon pote, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de choses, vous pouvez les avoir dans des soirées bière chips sans qu'il y ait du jeu de rôle autour de la table. C'est pas pour moi spécifique au médium jeu de rôle. Que vous ayez ces blagues-là, vous pourriez les avoir au dîner de fin d'année de la famille, vous pourriez les avoir dans une soirée barbecue avec vos potes. On est d'accord, mais là, dans ce C'est- que racontait Olchat, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment lié à une situation de jeu de rôle, en fait, et c'est sur le moment. En fait, c'est la réponse du tac au tac, un peu, je vais dire répartie, mais c'est pas forcément le bon mot, mais tu vois, c'est le côté boum, ça tombe pile au bon moment. Oui, mais c'est pareil, c'est des choses que tu peux avoir avec tes potes en dehors du jeu de Ah oui, rôle. bien Ça. sûr. Mais bon, là, le médium. Non, non, bien, d'accord, tout à fait. Mais c'est tout à fait l'humour et comme c'est un truc social, les gens qu'on a autour de la table, effectivement, participent énormément et quand on joue avec ses potes, on passe des bons moments avec ses potes. Mais voilà, mais c'est ok, très bien. C'est bien de rappeler que le jeu de rôle, c'est aussi un moment où on doit réunir un groupe de potes et que on passe un moment fort sympathique avec eux. C'est vrai que moi, quand je joue avec mes potes, mes vieux potes, en fait, on doit perdre 1 heure de partie au début juste à discuter et à raconter nos vies parce que c'est l'occasion de socialement se revoir, etc. Que c'est l'occasion qui fait le larron, mais une fois qu'on est en partie, on a tendance à être sur la partie et plus trop dans les blagues référentielles. Moi, je sais que j'en faisais beaucoup il y a longtemps, maintenant j'en fais moins parce que justement ça casse un peu l'immersion quand on en fait trop. Ouais, complètement. C'est que... Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Olchat? Bon, par rapport à cette anecdote, non, hein, c'est vrai que Est-ce- je pourrais en parler bien d'autres, mais Ouais, bon, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui attend ouais, pour peut-être vous c'est donner, pour ça que je te donc, demande. Il y a l'Eurolist. Il Mais en attend tout cas, merci voilà. All Chat d'être passé nous Merci voir. beaucoup. Merci à vous, Et merci à surtout, vous. merci pour le coup de main technique avant le live, parce que voilà, Chad est notre homme de l'ombre. Il n'y a pas de souci. Ok, et ben Eh, écoute, n'hésite pas même à repasser peut-être un peu plus tard, voilà, il n'y a pas de, y a pas de bah, souci. peut-être. Des bisous, Voilà. En tout Chad. cas, à tout de Salut. suite sur le chat. Ciao. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous les La gens? forme? Bah écoute, ça va, tranquillement. Très bien. Euh, Bienvenue sur JDR Factory. ouais, bienvenue, on se connaît un peu quand même. Mais Oui, mais je sais pas si c'est. Je crois que c'est la première fois que tu viens Oui. sur JDR Factory, l'Eurolist. Ouais, tout à fait. ouais, tout à fait.
fait. Ah, mais C'est la première fois dans le chat, donc merci aussi d'être pour le coup, on ne verra pas ton visage. C'est ça, exactement. Dans des vidéos avec des pingouins, donc C'est bon, c'est trop bien. Ok. bah, moi j'ai un peu de stock parce que joueur de longue date, donc j'ai un peu de tout pour différents. Qu'est-ce que je pourrais nous expliquer comme anecdote très drôle de jeu de rôle euh, La première qui te vient quand tu penses à anecdote de jeu de rôle. Alors, ça a donné lieu à un gros running gag qui restait pendant des années de jeu de rôle et qui est encore répété avec des amis que j'ai gardés de l'époque de ce club, dont Ouais. certains, j'étais à leur mariage, j'ai été chauffeur, ou témoin, ou ce genre de choses, donc pour dire que ça date. Ouais. En fait, on jouait à Rollmaster, et donc Rollmaster bas niveau. Et le petit truc, c'est que il y a un truc, on est en file indienne, on est prêt à se faire attaquer. Enfin, personne ne se rend compte qu'on se fait attaquer parce que tout le monde fait des jets pourris. Et en fait, le seul qui fait un jet sans limite, c'est moi. Donc moi, à l'époque, j'avais quoi, 14-15 ans, avec que des joueurs de 20-25 ans. Et C'est rare déjà d'avoir une table typique comme ça. j'ai commencé qu'avec des plus vieux que moi. Ce qui a été bien pour certains trucs et moins bien pour commencer à être MJ. Et en fait, je me mets à faire un jet sans limite, pas possible, et le joueur sans qui le carcajou tombe, qui était un gros ours, avait fait pareil un jet sans limite, mais quelque chose genre moins 200, et moi j'avais fait 300 en jet de perception. Et donc la petite phrase en fait qui est restée pendant des années de jeu de rôle, c'était attention, attention Laurie, Thierry va tomber, tout simplement. Ah oui. Voilà. C'est juste aussi con que ça, mais c'est resté vraiment un truc qu'on a gardé pendant des années. Donc c'est le générateur de hasard qui là a été pour toi source de souvenirs mémorables. C'est ça. Et en fait, c'est une campagne où il y a eu que des choses comme ça, c'est-à-dire que fallait pas sauver le fils du roi parce qu'en fait c'était un truc de théâtre. Bah, le seul mec qui fait 400, c'était moi, donc je sauve le. Mais en fait, c'était un truc de théâtre, donc je me suis fait arrêter et mis en prison. Pendant que les autres joueurs étaient là en mode oh là là, on a raté notre jet de dés, quel dommage! Et quel système te permet de faire 400? J'ai pas entendu. Le master, principe du jet sans limite, donc si tu fais de 0,1 à 0,5, tu vas relancer et soustraire. Mais si tu fais de 96 et plus, tu vas relancer et ajouter. Avec ton bonus qui peut être de plus 10, plus 20, plus 40. Ouais, donc ça veut dire que t'as fait quand même 2 ou 3 fois de suite 96 et plus, quoi. Exactement. Ok. Et ça peut lancer un des 1000. Et c'est quoi le seuil de difficulté le plus gros que tu peux avoir à Rollmaster? Je crois que c'est 150 de mémoire. Parce que c'est le maximum que tu peux faire pour la table des armes. C'est pas mal déjà, 150. Mais donc C'est quand pas tu mal. fais 400, tu fais Ouais, plus c'est que le comme ça, double quoi. du maximum possible. Un peu ça. Ok. Et la mécanique te pousse à genre ajouter du beurre sur de la crème quand tu fais autant de succès, ou c'est au MJ de se démerder? Alors en fait, c'est plutôt juste se démerder, étant donné que le truc, c'est qu'il y a énormément de règles additionnelles. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, il y a tu fais 150 pour faire ton coup avec une arme. Et ben, il y a une règle optionnelle qui te permet de faire un deuxième coup si jamais tu fais 150 plus un score qui te permettrait de refaire des dégâts. En fait, tu fais le tour de la table. Mhm. Ah ouais, d'accord, je vois l'idée. Que tu n'as que dans le compagnon numéro 3, par exemple. Ok. Mais Voilà. C'est un peu comme les dégâts dans Bloodlust où les joueurs se plaignent que ah bah ça va juste caca. c'est ce Bah, caca, tout à fait, il faut faire la table jusqu'à Z, absolument. exactement, t'es obligé de refaire la table pour les joueurs bourrins qui dépassent. C'est un peu le même principe. C'est une blague récurrente de Bloodlust première édition, j'ai fait la table jusqu'à Z. Je crois qu'il y avait une BD aussi, les irrécupérables, qui l'avait faite. Ouais. Oh bah, il n'y a pas de prime. Quoi? Prime? Mais en tout cas, je sais pas, t'as quelque chose à ajouter sur ça, Axel? Bah non, moi j'aime bien effectivement l'aléatoire rajoute beaucoup de fun, notamment parce que des fois il y a des jets, il fait un RP et on se dit putain je suis hyper badass en ce moment, je vais lancer les dés et on tombe complètement à côté. Souvent moi des scènes qui me font beaucoup rire, mais du côté méta en fait de se dire ah ouais je suis vraiment à fond dans mon personnage et il y a la réalité qui te rattrape et il te dit non t'es une grosse merde en fait et ça voilà t'es malchanceux au dé. Donc arrête de faire des trucs, lance les dés d'abord et tu raconteras après. Ah, c'est deux choses intéressantes. La première, on est d'accord que le hasard est quand même une source
justement de surprise, que ce soit pour les joueurs et pour le MJ, et qu'on a tendance à aimer les jeux avec du hasard ici, pas trop les jeux de rôle sans dés. Parce Oui. que justement, le dé, pour moi, fait partie est un des compteurs de la table, quoi. Et qu'il faut le respecter. Moi, je suis pas du tout d'accord avec les dés ne servent à faire du bruit que derrière l'écran. Alors, vraiment pas d'accord avec cette phrase. Parce que justement, quand le dé te propose un truc comme ça... Mais à l'inverse, est-ce que c'était arrivé à l'Eurolis d'avoir des échecs incroyablement mémorables avec ces dés et qui, pour le coup, sont restés quand même des souvenirs gravés dans ta mémoire tout aussi importants que ce succès incroyable? Oui, j'en ai un assez magnifique parce que on a dû arrêter la partie pendant une petite demi-heure, vraiment le temps que tout le monde se remette bien. Imaginez Vampire. Oui. Je joue un Malkavien, donc le fameux Malkavien avec son... Voilà. Oui. Alors, rappelle-moi les Malkalviens, c'est quoi? C'est les fous, c'est ça? Voilà. Pour simplifier, c'est des fous. D'accord. Donc on affronte comment dire, une bande d'humains, mais un petit peu bizarre, qui est un gang qui s'appelle les Zoulous. Le chef fait de la magie vaudou, ce genre de choses. Et en fait, les bourrins du groupe, ils vont en mode, ils se font tirer dessus parce qu'ils négocient comme des bourrins. Et les mecs se relèvent en mode, bon, qu'est-ce qu'il y a les gars, vous voulez qu'on se la donne? Donc avec des humains qui étaient un peu perturbés. Et moi, humaniste, je me dis, oula, il y a ceux qui sont à l'état en dessous qui arrivent avec des fusils à pompe. Je vais faire une diversion. Et donc, il y a un pouvoir d'occultation qui permet de faire masque au milieu du visage, donc de changer son visage pour faire croire aux autres que on a un visage différent. Et donc, je fais un échec critique, donc c'est des D10, donc il faut faire des as pour faire des échecs critiques. Et j'ai dû faire quelque chose comme -3 avec 7 dés. Donc pareil, En termes de stats. voilà, un bon échec critique. Et donc, il se trouve que le chef de gang était donc avec l'accent un peu jamaïcain, le rat sur l'épaule, les tatouages et tout. Et donc, les mecs avec les 5 fusils à pompe qui étaient à l'étage en dessous ont vu un mec débarquer avec un rat, comment dire, un truc en plastique complètement dégueulasse, des tatouages qui avaient rien à voir, en fait, un mec tout blanc avec des locks qui tombaient. Enfin bref, on avait ajouté un peu de la description parce que c'était un échec critique total. Et effectivement, on parlait tout à l'heure d'accent. Et c'était vraiment, attention les mecs, il y a des gens là-haut, il vous faut faire du mal. Et forcément, les mecs ont pris leur fusil à pompe et m'ont tiré dessus. Putain, ils ont bien eu raison. Exactement. Ils ont fait, c'est pas notre chef. Et forcément, le camarade 3, moi j'y croyais dur comme fer. Et donc, je me suis fait allumer et sauver par les autres parce que j'étais pas du tout. Donc, un bel échec critique, bien pourri. Mais tu savais, toi, en tant que joueur, que t'avais échoué ou... Ah oui, parce que j'ai fait le jet de dés et tout le monde a bien vu que j'ai D'accord. fait. Et donc t'as accepté ça et t'as glissé sur le toboggan en disant je fais celui qui se rend pas compte, quoi. C'est ça, en fait, j'étais sûr de moi, donc en fait, le MJ m'a dit, voilà, t'es sûr que tu t'es planté. Donc moi j'ai joué jusqu'au bout, je suis arrivé et c'est là que j'ai sorti justement l'accent que les autres s'attendaient pas à ce que vraiment que je fasse ça. Et c'était un truc genre, ah les mecs, attendez, il y a un problème. Et en fait, c'était juste super mal joué, super mal fait, et c'est tombé vraiment en Et mode. très raciste. Ouais. Du coup, c'était justifié parce que c'était complètement raté. Non, mais justement, je dis que justement, dans ce cas-là, tout à fait, c'est très justifié. Et c'était drôle parce que surtout que la conséquence, c'était qu'effectivement, il y avait 5 types avec un fusil à pompe. Prêt à me dégommer, moi qui étais justement le seul qui savait pas se battre du groupe. Et qui d'ailleurs ne sait toujours pas le faire. Mais t'es toujours vivant pour en parler. C'est ça. Non, c'est bien. Mais en Ok. tout cas, ouais, le hasard, comme on dit, super générateur d'histoire, mais en fait, quand on est joueur, un des premiers trucs à apprendre, enfin, moi je suis très souvent MJ, hein, je suis plus MJ que joueur, très largement plus, et donc en tant que joueur, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et j'essaie de me faire comme ça les trucs à apprendre. Et le premier truc que tu dois vraiment apprendre, c'est quand t'as un échec, mais il faut le jouer, quoi. Il faut pas avoir peur que ton personnage, de temps en temps, il va marcher dans la merde, il va avoir le nez dans le caca, et ça fait aussi partie du jeu. Tu peux pas toujours avoir envie de briller, tu peux pas toujours... Et en gros, avoir la... Tu vois, accepter de parfois être un peu ridicule, accepter parfois de pas être... et donc, là, ce que t'as fait en prenant... Moi, j'ai fait un échec tellement pourri, bah ouais, j'y vais avec le pire, et puis en plus, j'y vais avec l'accent le plus naze qui soit, et donc il va les insulter, et les mecs vont vouloir me buter. Putain, mais... Mais j'y étais à fond. Hein, Un joueur qui me fait ça, derrière, t'as envie de donner un point de destin au joueur. C'est ça. Le MJ qui fait, bon mec, t'es tellement... Mais habiller un échec, je trouve que c'est un challenge qui est beaucoup plus grand que d'habiller
une réussite, et puis il faut savoir le faire, mais quand c'est bien fait, ça apporte autant au jeu, clairement. Complètement. J'ai juste fini sur l'épaule d'un de mes camarades, hein, c'est tout. Il m'a ramené, c'est juste que Et puis, à savoir, moi je sais pas ce qu'en pense le rôliste et Matt, mais je trouve que les échecs, les vrais gros échecs, sont souvent plus mémorables que les réussites. Ça fait des super souvenirs. Ah, mais ça, moi, les échecs critiques, les gens qui me les rappellent. J'ai une partie, on a fait des campagnes de Pathfinder entières, et pour moi, je suis le monsieur Thesis Sparta. Parce que quand t'es voleur niveau 20, que t'es en fin de campagne, tu butes tout le monde, tout ce que tu veux, et que il y a des pics, et il y a des pauvres niveau 6 qui sont là en train de dire ah, on ne trouve pas le voleur, il est où? Et moi, je me suis dit, je vais leur donner un coup de pied au cul. Et là, tu fais un as. Et donc, en fait, tu fais un Thesis Sparta, mais en fait, tu te casses la gueule dans des pics en étant invisible, donc les mecs te voient pas. Alors, c'est bizarre, il y a du rouge sur les pics, qu'est-ce qui s'est passé? Avec un mec qui est dans les pics. Ah, putain, j'espère que les autres m'ont pas vu. Les autres m'ont vu, malheureusement. On n'a pas vu, forcément, au bout d'un moment. Mais c'est toi qui après décrivais, comme le coup sur Vampire et toi, c'est toi, le MJ te laissait décrire toi-même ton échec ou il orientait ton... Il me laissait dire en échec en fait parce que c'est déjà une habitude en fait de table qu'on a. Donc on est déjà dans cette optique de confiance. Voilà, il sait qu'il m'a dit voilà, effectivement toi tu penses que c'est bon, que ton masque de visage il marche, donc moi j'y vais. Ouais, mais donc montre-moi à quel point tu échoues, quoi. C'est ça. Ouais, tu vois, c'est quelque chose faire confiance aussi. qui... Voilà, c'est une confiance ça va avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire d'être avec la table avec des gens avec qui tu as confiance. Je sais que même avec mes joueurs historiques, quand il y a un échec, j'ai tendance à moi reprendre la main et à le décrire. C'est que c'est rare quand je laisse mes joueurs décrire leur échec, alors que techniquement, au bout d'un moment, ils pourraient le faire, quoi. Ça peut être tout aussi bien, quoi. En fait, je pense que ce qui est important, c'est juste d'aborder le sujet. Oui, effectivement, c'est peut-être un truc à clarifier au début. C'est vrai que c'est pas forcément. Parce que t'as pas mal de gens qui dans ont la checklist, mais ouais. sur la table et qui justement vont te laisser Matt, par exemple, faire ta description de leur échec. Mais t'as des joueurs qui sont très bien, qui font ça parce que c'est comme ça que ça se fait à cette table-là. Mais si tu les fais participer, peut-être que justement ils sont très contents. Faut juste aborder le sujet une fois, je pense. Carrément. Et merci beaucoup en tout cas pour cette anecdote et de nous avoir. Merci. On est pu rebondir sur le côté l'aléatoire ramène du fun dans le jeu. Ça marche. Il faut qu'on t'invite maintenant sur Ouais, jouons avec quelque chose. Ouais, un truc plus long. J'ai une réémission. Ça marche. Merci à bientôt. Loris. À bientôt. Et Salut. ciao. Hop, et on va avoir Arsène. Arsène. Bonsoir. Bonsoir Hello. Arsène. Salut Arsène, comment vas-tu? Je vais bien et ici ça a l'air d'aller bien, donc tout va bien. Ah, Matt, mon son est super bas selon Aki. Est-ce qu'il y a moyen de le monter ou sinon je peux le monter, je te le monte. Je peux le monter un peu, effectivement. Hop, est-ce que c'est mieux? Et il vaut mieux que tu le montes toi, parce que si je te monte, moi je peux régler le son de tout le monde, donc ça veut Ouais, dire bien que tout le sûr. monde va Moi, parler plus fort. J'ai monté mon son, donc Très dis-moi bien, si c'est mieux ou c'est pas. très bien, c'est bien mieux. Bonsoir Arsène, bienvenue sur GDR Factory. Excuse-nous pour cette Et- interlude. Et c'est pas grave, c'est la première fois que je viens, c'est sympa ici, il y a des couleurs. Ouais. Donc- Ouais, carrément. Vas-y, Il Matt. n'y a pas de rose ici, ça fait bizarre de la chaîne où j'ai l'habitude de traîner. Ouais, il y en a quand même régulièrement. J'aime le rose. Mon Dieu. Toi aussi, il t'a eu. Oui, cher KFR est un influenceur du rose. Et raconte-nous du coup, Arsène, une petite anecdote. Une anecdote du coup sur un jeu de rôle, un truc bien fun que t'as pu vivre. Enfin, ouais, un des plus grands plaisirs, c'est pas le fun, c'est Oui, sans un star plus de grand terme. plaisir. Et Oui, un pour les plaisir. plaisirs, pardon. Bien. Le plaisir. Moi, j'ai presque en réaction à ce qui a été dit avant, parce qu'on a dit que les échecs, on s'en souvient beaucoup plus que les réussites, mais parfois, on se souvient bien des réussites, que la réussite en question, c'est la réussite d'un truc débile. Genre d'un seul coup, les joueurs se proposent j'ai une idée à la con, et qu'elle réussit, c'est toujours un très beau moment. Par exemple, je jouais à Honey Heist, où on joue des ours qui veulent voler du miel dans une convention humaine. Et ils disaient, et mes joueurs se disaient, mais comment on va faire pour entrer? On est des ours après tout. Il nous faudrait un costume quand on va passer par des humains. Et il y en a un qui propose l'idée tout de suite. Non, j'ai l'idée. Ce qu'il nous faut, c'est un costume d'ours. Quoi?
Et genre mascotte un peu. Donc un ours déguisé Ouais. en ours, c'est ça que tu dis. C'est beau, Parce qu'après tout, on rentre dedans. effectivement. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? Ah, ils l'ont trouvé. Ok. Et c'est Et passé. alors, c'est pas... et à chaque fois que je refaisais un test à la urgence, cette personne commence à se méfier. Fais-moi un test théorie. Ça réussit, ça réussit. Tous les dés étaient d'accord avec eux. Quand les dés sont d'accord avec les idées débiles, c'est toujours quelque chose de très drôle. C'est vrai. J'ai l'impression qu'ils sont souvent d'accord avec les idées débiles, les dés. Enfin, Pareil. J'ai souvent vu Ouais. des très d'accord Et- avec les idées débiles. Et surtout plus qu'avec les plans bien ficelés. Où tu Ah, non, passes mais- 30 minutes à avoir ton plan et au premier jet de dés, non, merci. Ah, mais au quand tu revoir. vois ça, tu dis non, mais j'ai plus besoin de faire de plan là. C'est bon, je vais prendre la première idée qui me passe par la tête débile et c'est bon, ça va me passer quoi. Exactement. C'est vrai J'avoue- que t'as des trucs, c'est dans notre partie on jouait Japon médiéval à la princesse Mononoke. Ouais. On était coincé en plein raid. Et on dit bon, on aimerait sortir de cette putain de forteresse. Il y a la porte est blindée. Enfin, porte en bois blindée, mais quand même bien fermée. Et on a un des joueurs à qui je me suis entendu tout de suite très bien, qui a joué le draw alcoolique. Mais vraiment le draw alcoolique. Un qui draw, était- c'est les bah- elfes noirs de. J'ai pas compris. Le draw, c'est ça? Non, un gros Non, non, alcoolique. Un gros. alcoolique. Un alcoolique. pardon. Un Draw gros alcoolique. C'est alcoolique. vraiment- il a tellement bu qu'il était basiquement dans le coma éthylique. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a eu une idée à la con. Si on le réveillait et qu'on lui disait que sa bière était derrière la porte. Donc on lui choure sa bière. On a dû faire un test parce qu'il la tenait fort. Hein. On la balance de l'autre. On la veille avec une petite. Enfin, on la veille même pas avec une petite tape, on la veille juste en lui chuchotant. Ils ont volé ta bière. Réveille d'un seul coup. Elle est derrière la porte. Réussite critique. La porte bat en éclat, comme dans un dessin animé, il y a sa forme dans la porte. Qui veut récupérer sa bière, quoi. Qui veut récupérer sa bière. C'est mourir de rire, mais c'est beau ces moments surtout. C'est beau le JDR, et puis Bah, ce qui est bien, c'est que dans ton exemple, c'est que à la fois il y a un moment donc de délire, d'humour, Oui. mais en plus la mécanique t'accompagne et valide ça. Et en gros, le MJ qui aurait envie de dire ah non, j'ai pas envie, c'est trop nawak, non, tu peux pas passer cette porte ou non, tu peux pas tu peux pas être déguisé en ours, c'est sûr qu'ils vont te cramer. Et les dés te disent si. moi, quand le jeu te le permet, je suis très gentil. Hein. Oui, mais en gros, c'est là où, quand Ouais. je reparlais de la Et force c'est là du où dé, tu t'amuses, ouais. c'est que le dé, il faut que le MJ accepte Bah, que l'accepte et que ça en fait, outrepasse ouais, parfois sa vision du monde, parce que le dé Complètement. amène... Après, à ça, je mettrais la limite justement, si on est dans une partie fun, très bien, faut que ça reste, on va dire, en cohérence, pas réaliste, hein, mais vraiment en cohérence avec l'univers et le style de la table. Si tu fais Aussi. ça sur une partie horrifique ou un truc hyper sérieux, j'aurais peut-être plus de mal à rentrer dedans et ça, pour le coup, ça me ferait peut-être passer un moins bon moment. Donc moi, j'aime bien l'idée de bien lire l'atmosphère et sentir que c'est le moment, quoi. Mais c'est pour le coup pareil, c'est une vraie compétence. Savoir sentir quand est-ce qu'on peut déconner et quand est-ce qu'il faut lever le pied, quoi. Ouais, mais comme là, on est sur la table des joueurs, donc c'est du point de vue des joueurs. Ouais. Quand t'es joueur, c'est aussi à toi de proposer des solutions ou des options qui sont raccord. J'imagine que dans le manual Japon que vous avez fait, vous étiez dans une optique où on était OK avec ce côté un peu cartoon où on casse les portes. Ah ben, on l'est vite devenu. Ça a démarré plus ou moins sérieux, mais voilà, la table est ce qu'elle est. D'accord, mais vous êtes D'accord. OK avec ça, mais tu vois, On est ok avec ça. Bon. j'- Si on est rentré, non, on était tous ok quoi. On j'- était tous à se marrer. J'imagine d'autres jeux de rôle, donc comme je dis horrifique, alors du Cthulhu sérieux ou du culte. Ouais. Ça passera moins. Voilà, mais je pense que sur une réussite comme ça, où la porte est bloquée et où tu veux y arriver, il y a moyen d'habiller les choses, que ce soit de la point de vue du joueur ou de point de vue du MJ, d'habiller les choses pour que ça reste dans le canon qu'on s'est fixé au début, quoi. Ok, oui, bah oui, complètement. Mais oui. Après, pour rebondir sur le côté horreur, moi j'avoue que l'humour et le côté décalage, vu que je suis pas un hyper fan de ce genre, peut aussi être un mécanisme de défense. Tu vois, sortir un truc un peu con ou dédramatiser une situation mais avec de l'humour mais nul, c'est toujours un truc qui te part tout seul, quoi. Et c'est un truc qui me fait beaucoup rire, qui fait parfois beaucoup rire les joueurs et un peu moins le MJ ou l'organisateur.
C'est Donc, tu vois, une question de dosage, quoi. C'est sûr que si le MJ, tu sens qu'il est parti dans une description horrifique ou sérieuse ou très épique, il essaie de donner, et puis là tu fais et la tentacule va se taper, tu vois, poil au pull! C'est sûr que, bah voilà, il faut aussi en tant que joueur quand même sentir là Ouais. où le MJ veut aller et pas non plus lui casser Non. ses effets, tu vois. ouais, carrément. Là, c'est le moment où t'as le regard du MJ qui te regarde, qui dit, tu m'as interrompu pour ça. C'est bon. Voilà, mais Ok. Et ben merci Arsène pour cette anecdote, c'est super cool. c'était cool, merci à toi. De rien. Et bonne soirée du coup. Et à la Bonne prochaine. soirée. À la prochaine, Ciao. peut-être. Salut! Ciao. Yes. C'est un habitué, Ah. un homme que l'on connaît bien. Je reconnais cette voix. C'est Baba. C'est C'est Finilis. un finilis ou baba pour les intimes. Ouais, pardon. Comment vas-tu, Finilis? Très bien, Ouais, la forme tout à fait. en cette belle chaleur. Voilà. Donc, tu vois, on a pensé à toi ce soir, on n'a pas mis de caméra pour les invités, donc tu vois, Ouais. Je pourrais rester dans l'ombre. tu pourras rester dans Exactement. l'ombre. Eh bien alors, quelle Une anecdote! Ah ben, contrairement aux invités précédents, en ce qui me concerne, ça va pas être une anecdote humoristique, mais plutôt un souvenir de campagne. Euh, D'une longue campagne de Nephilim, où mon personnage a fait une action qui à l'époque semblait pas si importante que ça, mais qui pourtant a eu un gros impact sur tout le reste de la campagne et qui est resté longtemps dans les remarques de mes compagnons joueurs. Pour faire très court, en gros, on devait faire un rapport d'enquête à deux personnages, deux autres Néphilim, et on avait découvert qu'en gros, l'un de ces deux Néphilim trahissait vaguement l'autre, ou en tout cas ne lui était pas entièrement fidèle, mais que c'était pas grave. Euh, Et mon Néphilim était très empreint de l'idée de la vérité franche et crue à tout prix, et donc a craché entièrement le morceau directement, ce qui a conduit quasiment sur l'instant au Néphilim auquel on rapportait à tuer son compagnon. En tout cas, lui planter une grande épée magique dans le pentacle, et on a fait un sélénime sur les quelques années qui ont suivi, ce qui a très lourdement impacté la campagne, et ce qui a donné une grosse réputation à mon personnage de un individu qui mettait les pieds dans le plat et qui dit les vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Et du coup, ben, pour moi, ça reste un événement très mémorable de à la fois ben, l'impact qu'on peut avoir sur une petite action, sur un grand déroulé, et puis du coup de cette campagne où ben, les personnages sont devenus très attachants au fil des mois et des années de jeu. Sachant que le Néphilim, c'est des jeux où vous jouez des créatures élémentaires qui se réincarnent de corps en corps, etc. Et quand votre élément s'abîme et se corrompt, vous pouvez devenir ce qu'on appelle un sélénime. Donc c'est une sorte de mort-vivant élémentaire. Et effectivement, ce PNJ est devenu un PNJ genre récurrent, celui qui était devenu sélénime, et qui vous a accompagné tout au long des... Je crois qu'on a fait 3 ans de campagne quand même. Fait. Et voilà, et donc moi, qui étais le MJ de cette campagne, je n'avais absolument pas prévu de faire un sélénime à cet endroit-là. Et donc il a fallu se démerder avec. C'est excellent, ouais. Mais moi j'aime beaucoup ce côté. Bah, il y a le côté évidemment dramatique de la scène, de ah oui, d'accord, bon, mais il y a aussi le côté mémorable et le côté un peu. Alors, c'est pas une trahison de ton personnage en soi parce qu'il a dit la vérité, mais le côté. Ah, je viens de perdre le mot. Le côté confrontation entre joueurs. Tout à fait, puisque Vas-y. mes compagnons n'étaient pas ravis de la façon dont j'ai présenté la situation et bien sûr de la conclusion que ça a donné. Bizarrement. Mais ouais, ah oui. Mais c'était totalement personnage malgré tout, c'était vraiment lui quoi. Même si c'était totalement une boulette.
ok. Bah écoute, moi je suis hyper fan, et puis vraiment les liens entre les personnages, je trouve qu'un groupe soudé, des personnages soudés, parce que en fait ça marche parce que les personnages sont soudés et se font confiance et sont forts entre eux et ont des liens particuliers. Des personnages qui sont un groupe qui vient d'être assemblé, ça marche beaucoup moins bien. Alors, pour ce cas très particulier, oui, Ouais, c'était un groupe de joueurs qui se connaît bien, donc qui se respecte et qui accepte quand quelqu'un fait quelque chose qu'on pourrait qualifier de boulette, et donc on va jouer avec. Mais c'est aussi un groupe de joueurs qui n'hésitent pas à faire du PVP quand vraiment leur personnage considère que c'est du PVP. Et donc en tant qu'MJ, j'avais un peu verrouillé les choses quand même. Donc le cadre de d'accord. la campagne faisait qu'ils étaient obligés, malgré tout, de bosser ensemble. Il y avait un lien mystique entre eux qui dépassait, et donc bah, ça a obligé les joueurs de deal with it, quoi. Ouais, Alors que on a pu avoir par le passé, parce que comme c'est des joueurs avec qui Baba joue depuis très longtemps, et puis on a pu avoir des moments où des groupes cassaient parce que des joueurs ne supportaient pas que tel autre joueur ait réalisé telle action. ah oui, Et ça pouvait casser le jeu, vraiment. Et comme quand j'avais lancé cette campagne, je me dis, il y a peut-être moyen qu'il y ait des moments un peu PVP, parce qu'il y aura des factions dans tous les sens, et que les joueurs autour de la table vont pas obligatoirement suivre toutes les factions. J'avais verrouillé mon coup quand même, avec un truc qui faisait que les personnages devaient rester groupés, parce que le groupe avait une unité à lui, et que donc quand il y en a un qui faisait une connerie, bah, il fallait que tu gères la connerie de l'autre, un peu comme une famille, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas ouais, exiler la personne, tu la gardes et tu vas juste gérer la merde que le membre de ta famille a fait, quoi. ouais. La comparaison est assez bonne, mais ça, du coup, ça a valu à mon personnage des remarques pendant tout le reste de la campagne sur cet événement et ses mauvaises habitudes. Parce que dans les films, les personnages étant élémentaires, Baba jouait un film de l'air, donc pour qui l'intelligence, la vérité est importante, mais dans le groupe, il y avait un film de la lune, pour qui la tromperie, l'arrangement avec la réalité est quelque chose de fort, donc évidemment, au bout d'un moment, ça allait clasher entre les deux. Parce qu'il y en a un qui a dit « mais t'aurais pu fermer ta gueule », l'autre qui dit « non ». Voilà, donc c'est Oui, bien et d'avoir c'est bien que les joueurs acceptent ça. Mais quand on est full roleplay, il y a un moment ou un autre, enfin je parle en tant que joueur, et pas en tant qu'MJ, quand on est full roleplay, t'as besoin de temps en temps que le MJ te donne quelque chose pour justifier que malgré tout vous restez ensemble, ce qui est un trope du jeu de rôle qui parfois peut paraître un peu comment dire, superficiel ou pas réaliste, artificiel, ouais. artificiel, voilà, mais si dans la campagne il y a quelque chose, vous êtes liés par telle ou telle chose, et donc dépasser les différends entre les joueurs et aller au-delà et faire avec, ça peut être aussi un thème intéressant dans une campagne. Ok. Eh bien, merci. Je crois qu'il y avait Pierreux qui était pas très Merci, loin. Baba. Ouais, merci. Je Elle vous est en hyper prie. cool. Effectivement, c'est bien aussi de. Il n'y a pas que du fun qui apporte du plaisir en jeu de rôle. J'ai renommé du coup le Twitch parce qu'effectivement, c'est vraiment le plaisir en jeu de rôle. Les meilleurs souvenirs en fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui Ouais, vous a complètement. fait triper Mais juste pour terminer là-dessus, moi ça m'est jamais arrivé en tant que joueur parce que j'ai jamais joué assez longtemps. Donc, franchement, enfin si, il y a une campagne que j'ai fait pendant longtemps, c'est Warhammer. C'est la campagne à période de Warhammer, c'est la seule campagne longue que j'ai fait de ma vie, de A à Z. La majorité du temps, j'étais joueur. Et donc, j'ai pas pu vivre. Alors, j'essaie en tant qu'MJ de beaucoup le faire à mes joueurs, mais j'ai pas pu beaucoup le vivre en tant que joueur. C'est ce plaisir de sentir que tes actions ont des conséquences. Et je pense qu'il y a ça derrière ce que disait Baba, c'est-à-dire que quand tu te rends compte que la moindre de tes actions peut avoir une conséquence, que ton MJ l'a pris en compte et que donc tes actions ont un effet sur le monde, c'est quand même extrêmement gratifiant. Ouais, carrément. Et ben, salut Fefinilis, du coup, qui est parti pendant qu'on était en train À de bientôt, finir là-dessus. Baba. Et je me suis bourré, du coup, j'ai dit à Pierre de repasser en salle commune, alors pas du tout, que je vais mettre avec nous. Hop. Hello Pierre, moi je suis un boulet qui ne sait pas lire. Voilà. Oh, Lou, Effectivement, t'inquiète pas. tu es libre de revenir. C'est les joies du live, t'inquiète pas. Bonsoir, bonsoir. Exactement. Bonsoir Salut, Pierre. comment ça va? Ça va bien et vous? Bon, la forme. On est content. Moi j'aime bien ce petit format d'émission. Bah ouais, petite soirée pour parler jeux de rôle et tout là, et puis Ouais. Et puis ça me rappelle des trucs que j'adorais quand j'étais plus jeune, c'était les radios libres et tout, avec les gens qui arrivaient. Qui est Doc, qui est Diffoul. Exactement. Je sais pas du tout, mais c'est complètement ça. Ce n'est pas sale. Ton corps change. C'est complètement ça.
Plutôt que partir sur des trucs débiles, dis-nous, Pierre, est-ce que tu as une anecdote mémorable à nous raconter? J'ai une anecdote. Après, est-ce qu'elle est mémorable? Ce sera à vous d'en juger. Et en fait, pour rien cacher aux auditeurs, il y a Axel et Matt qui parlaient un petit peu de leur concept d'émission en début de semaine et j'ai creusé un peu un moment de rôliste qui serait intéressant de raconter pour décrire un peu le fun et la prise de conscience de pourquoi le jeu de rôle c'est cool. Et en fait, un des trucs que moi j'aime beaucoup dans le jeu de rôle, c'est le développement des personnages. Euh, et bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place uniquement dans le jeu en campagne. Et en particulier, moi j'aime bien quand en campagne, il y a des choses marquantes qui arrivent aux personnages et qui vont les pousser dans des directions que les joueurs n'avaient pas forcément prévues de prime abord. Et ben, c'est là que commence mon anecdote où je vais parler d'une campagne DD5 que j'ai fait il y a un an ou deux maintenant, où j'avais un personnage qui était construit pour être un espèce d'enfant du cirque qui découvre des talents naturels d'une lignée draconique et il était très penché sur les légendes, sur la recherche des dragons, sur les elfes. Il avait une grande passion pour les elfes avec toute une histoire qui s'était montée dans la tête de fées légendaires et tout. Et au fur et à mesure de la campagne, on a fini par rencontrer des restes de civilisation elfique, puis des elfes. Et c'est là qu'il y a eu un premier choc des cultures, parce que l'idée que moi je m'étais fait, parce que je connaissais pas du tout le setting, et l'idée que je m'étais fait pour ce personnage de la façon dont allaient se comporter ces elfes, qui étaient complètement dans tous les canons qu'on peut connaître des elfes, hein. Donc des êtres nobles, propres sur soi, un peu hautains, mais avec un sens de la justice, et puis une sagesse intrinsèque et tout, et ben c'était pas du tout ça. T'es tombé dans une bande de drogués. C'était une espèce de société qui était en déclin total, qui luttait pour sa survie avec toutes les horreurs et les absurdités qu'on peut voir, et qui était complètement repliée sur elle-même et en train de se faire grignoter de l'extérieur sans aucune volonté de mettre sa vie en jeu pour sauver ses propres miches. Et il y a un côté héroïque dans DD, donc les personnages joueurs sont là pour arriver en tant qu'héros et relever tout ça à bout de bras. Mais le fait que moi, simple humain, avec peut-être des pouvoirs qui me mettent un peu en avant, avec cette espèce de lignée draconique qui me donnait des talents de magicien un peu au-delà de la normale, j'ai été profondément déçu parce que et je dis je parce que je me projette dans mon personnage de Cire Doré, il a été complètement déçu par l'attitude de ces êtres de légende. Et ça a remis en question beaucoup de choses dans la façon dont il voyait le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic de cette espèce de jeune adulte ou d'adolescent vers l'âge adulte. Putain, les légendes, c'est pas comme c'est pour les enfants. J'ai découvert c'était quoi la réalité et il y a eu vraiment en l'espace de quelques séances un passage de ce personnage toujours souriant, toujours rieur, qui était très dans l'onirique à le côté plus concret et réel et méthodique des choses et cette espèce de perte de ce côté enfantin, quoi. Et ça s'est fait naturellement et j'ai adoré que le monde m'envoie à la gueule cette version des elfes qui était en totale opposition avec ce que j'avais en tête. Moi, Donc, pardon. ouais, J'avais une question. Est-ce que en tant que joueur, t'étais au courant que c'était des sales races, ou est-ce que tu as eu la surprise en tant que joueur aussi? pas du tout. D'accord. Je pense que ça a Ah, aussi bien marché et ça a été aussi impactant sur mon personnage parce que moi, en tant que joueur, j'ai aussi été surpris par la façon dont ils étaient présentés dans la campagne, dans le setting. Ouais, tout à fait. Carrément. Ouais, moi, jamais, il y a plusieurs choses. Il y a le côté évolution du personnage, comme puis il y a le côté aussi
enfin, la réalité entre guillemets de la chose, faut confronter son personnage à la réalité du monde. Parce que effectivement, souvent quand tu joues des héros, des parangons, des machins, ils sont comme ça, ils sont là, oh, je suis fort, je suis bon, je veux sauver tout le monde, et en fait le monde c'est un monde d'enculés, et où bah s'ils font ça, ils se font juste défoncer quoi. Mm. Et là, Ouais, c'est ça. C'est Et- des choses qu'on peut voir et qui sont possibles dans les settings et les settings de campagne qui sont un peu construits, quoi. Donc il faut avoir une table qui ont envie de se taper un peu de lore et qui sont prêts à écouter un peu et à être attentifs à comment le monde dans lequel ils évoluent est construit, quoi. Donc c'est pour du jeu en campagne exclusivement et pour un certain type de jeu, quoi. Complètement, carrément. Mais c'est- Carrément. ça fait écho, moi, parce que si j'avais dû chercher mon meilleur souvenir de jeu de rôle à moi, comme je dis, J'espère que tu l'as fait. bah, je l'ai fait, mais comme je dis, la seule campagne que j'ai vraiment fait sur du long terme, je dis du long terme, c'est que on l'a joué sur une période qui s'est étendue sur presque 5 ans. Bah, on jouait peu, hein, on jouait difficilement. C'est à l'époque, il n'y avait pas internet, donc tu jouais quand tu pouvais, donc tu t'étends, la campagne impériale, de A à Z. Et où je me souviens, le personnage au début, j'ai commencé la campagne à 18 ans, mon personnage avait 18 ans, j'ai fini la campagne, j'étais plus vieux que mon personnage qui avait juste 22 ans. C'est quand même pas mal dans une campagne d'avoir 3 ans de réalité dans la campagne. Mais mon personnage, moi j'étais plus vieux que mon perso à la fin. Et j'ai vécu un peu ce que aurait décrit Pierre, c'est-à-dire au début, à 18 ans, tu fais un personnage, tu fais un peu une version exaltée de toi-même, tu vois, et à la fin, le personnage n'était plus moi, c'était lui, donc Thibaut de Cormoiseau, pour ne pas le nommer. Et il avait eu toute une longue évolution, pareil, donc c'était un jeune adolescent adulte, vieil adolescent jeune adulte, et à la fin il devient autre chose, parce que avec tout ce qu'il mange dans le monde de Warhammer, qui est quand même pas un monde bisounours, et donc ça a permis d'avoir un personnage qui est devenu quelqu'un d'autre, qui a grandi différemment de moi, et d'avoir vraiment comme tu le décris Pierre, ce sentiment de progression, mais qui se fait sur le temps long, ça c'est sûr. Mhm. Et c'est vraiment de la progression en termes de comportement, de maturité, de psyché, quoi. On parle pas de stats, on parle pas de ah, j'ai gagné un nouveau sort, machin. C'est vraiment l'attitude, le caractère de ton personnage qui évolue au fur et à mesure de ce qu'il va rencontrer en jeu. J'ai une question dont je crois avoir la réponse, mais DD a pas du tout de support à roleplay justement, entre guillemets, avec je sais pas, des mots-clés ou Si, il y en a un peu. il y en a un peu quand même. Ok, ouais. T'as Des des... trucs qui peuvent évoluer quoi. Moi, j'en ai jamais utilisé D'accord. Ouais, parce que c'était pas je porté par le système quoi. Ouais, non, pas du tout. Ok. Parce que, en tout cas, la table avec laquelle je jouais à l'époque là-dessus, euh, considérait qu'il n'y avait pas besoin de ça. Quand on fait du roleplay, on est complètement libre pour nous, et les personnages évoluent dans le monde, et il n'y a pas vraiment besoin pour eux de support ou d'aide ou de guide. euh, pour les pousser à faire ce qu'ils ont à faire. Les joueurs sont censés savoir ce que veulent ou ont envie de faire leurs personnages, quoi. Bien sûr, mais je dis juste dans DD, en tout cas, il y a, si tu veux avoir des mots-clés pour déterminer ce que tu rêves de faire, quel est ton plus grand désir ou ton machin, il y a un peu de ça quand même dans DD. Tu peux, si tu veux, jouer avec. Ouais. Mais voilà. J'ai plus l'impression que ça sert de soutien pour les nouveaux joueurs, comme pense bête. Ah oui, qu'est-ce que je joue déjà? Ah oui, quelqu'un qui a un rêve et qui veut être héroïque il y a des histoires de profil aussi. T'es le héros du peuple. D'accord. Et ouais, t'as des trucs genre, quel genre de personnage tu es, héros du peuple, d'où tu viens, et quel est ton trait de caractère le plus important, ce genre de choses, quoi, si c'est à ça que tu fais allusion. C'est quand même très utile pour un pré-tiré. Je veux dire, quand t'es un pré-tiré Oui. et que t'as ça, Oui, complètement. bam, en Mais- quelques mots-clés, mais tu c'est- vois ce que tu dois faire comme roleplay, c'est quand même. Mais c'est pour, pas des trucs qui évoluent qui évoluent, on va dire normalement au fur et à mesure de la campagne, c'est ça. C'est C'est censé pas évoluer. du tout. C'est censé évoluer. Ouais, mais c'est pas du tout guidé. Enfin, en tout cas, pour nous, ça Ok. l'était pas du tout, tu vois. Oui, donc c'était vraiment que du, entre guillemets, je veux dire du player skill, mais enfin que
que de la réaction de joueur et que de la réaction du personnage en accord avec le. Ouais, voilà, du... Ok. Oui. Mais par rapport au lien de ta fiche et du caractère de ton personnage, avec Warhammer, moi, comme Warhammer est un jeu en carrière, Ouais. et que je trouve que techniquement c'est très juste au niveau de la représentation sociale du Moyen-Âge, c'est-à-dire il y avait un côté très, t'es dans ta caste au Moyen-Âge, t'étais artisan, etc. Et donc ton métier, enfin à Warhammer est assez important parce que ça fait part de ton... Moi j'avais commencé comme ménestrel, et enfin le troubadour quoi, le truc de base, la carrière de base, et donc ça me donnait un roleplay, certes un peu envahissant au début, hein, t'as 18 ans, donc gring-gring-lala toutes les 2 secondes, mais en tout cas ça te plaçait socialement, déjà, par rapport aux yeux des gens, etc. Et ensuite j'ai évolué, et à la fin j'ai terminé Templier de mort, donc quand même, genre en gros le gars qui repousse les morts vivants, et ça sort pas de nulle part, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé dans la gueule, ce qui m'est arrivé dans l'aventure, etc., c'est devenu ça, donc certes mon caractère a évolué, mais la classe qui avait marqué, enfin le métier qui avait marqué sur mon truc, il avait été influencé par ce que j'avais vécu dans le monde, et je ne savais pas que j'allais finir comme ça au début. Oui, t'avais pas tout prévu au début. Voilà, et quand j'ai évolué, et que mon caractère a évolué, je me suis dit, vu ce que je suis en train de faire, c'est normal que j'ai une crise mystique, que je décide d'eux, et si j'ai une crise mystique anti-mort vivant, qu'est-ce que j'ai comme option dans le jeu? Ah, mort, d'accord, donc je vais prendre ça, et donc je vais embrasser la carrière 2, et donc embrasser la carrière mécaniquement a des effets dans ton roleplay, puisque en tout cas dans Warhammer c'est le cas. Ok. Ouais, carrément. Bon, bah écoute, c'est une super anecdote. J'aime beaucoup le côté progression du personnage et fracas face à la réalité. Merci Pierre. De rien. Et puis bonne soirée à vous du coup. Ouais, des bisous. Bonne continuation Des bisous, ciao, de ciao. la soirée. Ciao, ciao. Tu as atteint un niveau de flou incroyable, tu es dans la flouterie Ouais, totale. c'est le moment où je ne bouge plus. Axel. Alors je ne comprends pas. Je sais C'est le pas. moment où je ne bouge plus, je ne sais pas. C'est ma caméra des fois qui me fait. Bah écoute, je vais me lancer. J'en ai des anecdotes, j'en ai 2. Je vais tricher un peu. Très bien. Mais vu qu'on est chez nous, je vais tricher. Mon anecdote préférée, celle qui est le côté rire, celle qui me fait le plus rire, elle est trop sur la cale, donc très content qu'elle soit enregistrée d'ailleurs. Parce que de temps en temps, je la réécoute et la scène est juste magique. Alors je joue un Wookiee, c'est important. Donc le Wookiee est la bestiole dans Star Wars qui fait des bruits et qui est incompréhensible par tout le monde. Non, enfin par personne en fait, compréhensible par personne. On essaie de s'infiltrer dans une base. Et dans une base qui est un peu souterraine et où il y a une espèce de trappe à ouvrir et où d'en bas surgit ouais, c'est qui? Et il y a le Wookiee qui dit bah c'est moi, mais en Wookiee, donc il fait genre un qui a été relevé par un des joueurs et qui dit mais t'es con ou quoi? Comment ça c'est moi? Genre ils ont un Wookiee, c'est genre ils ont un Wookiee parmi eux. Alors là, début du tout rire. Moi j'étais comme un con parce que j'avais complètement. En fait, vu qu'on on se comprenait tous autour de la table, en fait, on se disait pas, bah oui, personne ne me comprend. Et c'est un peu le côté contrat autour de la table. Et je pars, mais dans un fou rire, mais extraordinaire. Sachant que, bah, en fait, faut imaginer juste le bout qui est en mode bah, c'est moi! Et le mec en bas qui est en mode bah, c'est con quand même. Rassure-moi, t'as fait un jet de dés, t'as fait un succès critique, et effectivement, le mec parlait Wookiee, et a dit ok. Le MJ a été hyper cool, donc c'était Rasco m'a dit bah fais un jet de dés que j'ai raté lamentablement, Ah, bon. ce qui a fait que je suis parti encore plus en fou rire. Et dans la même scène, genre 10 minutes après, on est donc dans un couloir, donc on est repéré forcément. Et c'est le personnage de Chuto qui jouait une espèce de un stélénite. On est une espèce de loutre chat dans Star Wars, j'ai un petit surnom. Les espèces dans Star Wars. C'est ça. Et le mec en face avait un truc qui t'efface de la réalité, globalement une espèce de super blaster laser, etc. Et du coup, à cause de ma connerie, il y a Chucho qui prend une balle. Le mec fait le PNJ fait un jet mais de dingo pour les dégâts. Et alors là, j'étais cuit, mais on a passé littéralement, je pense, 5-10 minutes à rire. Donc on était en plus en live et en fait. Et ouf, ah bah tu prends genre 14 points de dégâts et t'as Chucho qui dit ah bah je suis mort. Et où je me retiens 2-3 secondes, je me mets à pouffer comme un crétin. Et avec Chucho qui est en mode mais c'est pas drôle putain, c'est pas drôle. Et voilà, c'était fini.
D'accord, donc tu ris du malheur des autres. Je ne te félicite Exactement. pas, Alors, Axel. mais exactement, et c'est exactement ça. c'est que- Malheur que tu as causé toi-même en plus. Tout à fait. Malheur que j'ai causé moi-même. Puis il y a un salopard. Et le malheur des autres me fait beaucoup rire. Et en fait, c'était un rire nerveux à la base. Et en fait, ça s'est en fou rire parce que tout le monde était plié de rire après de la situation. Ok. Voilà pour mon anecdote. Voilà. Donc à la fois un truc joué au du roleplay Ouais, et mais- en fait, et, il y a le et qui- metagame. et qui a Ouais. après fait boule de neige à cause des jets pourris qui ont envenimé encore plus Ouais, la ouais, situation, quoi. Qui ont envenimé la situation. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le metagame, vu qu'on se comprenait autour de la table, m'a fait un peu oublier que je jouais un outil que personne ne comprenait dans l'univers. Et donc, des fois, il y a des situations comme ça où on se dit, bah oui, mais forcément, c'est très clair ce que je fais, évidemment que ça marche. Et où en fait, tu te dis, ah, mais non, mais pas du tout, dans la réalité de l'univers, mais non, mais en fait, personne comprend les Wookiees. Le mec en face, il a pas fait Wookiee ce deuxième langue. Il est pas en mode, bah ouais, évidemment que je parle Wookiee communément. Pas du tout. Je trouve ça dur à jouer, moi, dans Star Wars les Wookiees, justement pour ça, parce que ce côté où tu dois jouer en schizo entre mes potes autour de la table me comprennent, mais les PNJ, eux, me comprennent pas. Enfin, Exactement. c'est pas facile, je trouve, à gérer. Complètement. Et donc ça, bah, ça marche pas trop. Est-ce que tu penses à autre chose, Matt, en anecdote de ton côté, avant que j'enchaîne? Bah écoute, moi j'ai parlé de mon anecdote de Warhammer, j'en ai une autre, mais Ouais. s'il y a quelqu'un qui veut encore discuter, Bah, pour je crois qu'on terminer. on a plus grand monde, c'est pour ça que je me suis lancé. très bien. J'ai fait un dernier appel, mais bon voilà, si quelqu'un se manifeste maintenant dans la salle commune, eh bien qu'il le fasse maintenant, se taise à jamais. Pour terminer, parce que ça fait 1 heure déjà, donc ça fait... Ouais, c'est pour ça que. Bien sûr, bien sûr. Donc une deuxième anecdote. J'en ai une, elle va te déplaire, mais ce n'est pas grave. Ah. J'ai peur. Donc, comme je disais, enfin, elle va te déplaire. Elle va encore une. Tu vas hausser les yeux si elle. Oh non, Ah si. c'est Vladimir Zodar. Sauvez-moi, sortez-moi de là s'il vous plaît. C'est une boucle temporelle. Donc, comme je dis, j'ai pas beaucoup été joueur. J'ai été très majoritairement MJ. Et la seule campagne vraiment longue que j'ai faite, c'est donc Warhammer. J'ai déjà pas mal parlé. Et il y a très peu, par contre, de jeux où je me suis senti vraiment en adéquation entre mon roleplay et la mécanique de jeu. Donc, en tant qu'MJ, ça m'est arrivé maintenant. Par exemple, j'ai jamais joué à Apocalypse World. Alors, j'étais souvent MJ Apocalypse World, mais j'aimerais bien être joueur à Apocalypse World, parce que je pense que je kifferais être joueur avec un tel mécanique. Mais j'ai pu être très fugitivement joueur à Blade in the Dark. Et ça a été une session seulement, un one-shot. Mais j'ai tellement kiffé, parce que je connaissais bien les règles, donc j'étais très à l'aise avec les règles, donc je pouvais jouer avec les règles. Le MJ avec qui j'étais en face connaissait très bien les règles, et savait très bien envoyer la balle. Et on a pu vraiment tester à quel point la mécanique de jeu pouvait être génératrice d'histoire, pouvait te challenge, pouvait ajouter quelque chose, et était vraiment un matériau brut avec lequel MJ et joueurs on travaille ensemble, et on l'utilise pour créer un truc unique en son genre. Et c'était vraiment cool. Et ce plaisir à la fois de roleplay et ludique, de mécanique, qui est en fait une mécanique qui, si elle est bien pratiquée, en gros te garantit que ça va bien se passer. En particulier, c'est ça que dans Blade in the Dark, comme on joue un gang de voleurs, on avait une infiltration à faire, etc. Et on était 3, il y en a 2 qui sont partis à gauche et moi je suis parti à droite. Je vais faire simple, mais c'est ça. Donc je me suis retrouvé tout seul. Et j'aurais pu tout à fait être mis de côté et le MJ se concentre sur les deux et moi il m'oublie. Alors, un MJ qui a l'habitude va essayer de se débrouiller de faire des trucs entre les deux, sauf que Blade in the Dark te permet parfaitement de faire ça très naturellement sans forcer. Et que tout ce que les personnages, même à distance, vont faire a un sens. Un peu comme dans un Ocean Eleven, où dans Ocean Eleven, les personnages ne sont pas toujours tous ensemble. Il y en a un qui est dans la salle, en train de faire du blabla, pendant qu'il y en a un autre qui est en train de monter et d'escalader en haut, pendant que... Et la mécanique de Blade in the Dark permet, sans qu'il y ait vraiment de temps mort, et de tourner vachement bien, et que chacun de ces actions de ces joueurs, en fait, participe à faire progresser le scénario, même si t'es pas au même endroit que l'autre. Dans le jeu de rôle, souvent, on joue beaucoup quand même groupé. C'est le groupe qui se déplace et qui fait des trucs en groupe. Et on fait rarement des splits de groupe. Et quand on en fait, bah, souvent pour le MJ, il galère parce que, voilà. Et là,
la mécanique de Blade in the Dark, le fait que je la connaisse, le fait que les vues la connaissent, etc., tout ça a fait que ça a roulé tout seul. On a vraiment eu cette sensation de chacun, même si on est des individus en train de faire notre spécialité, moi j'étais en train de m'infiltrer pendant qu'un autre qui baratinait, pendant que, etc. Et ben, ça a parfaitement marché et j'ai vraiment kiffé ça. Donc j'essaie de retransmettre ça quand je suis MJ dans ce jeu-là. Et j'ai trop peu eu cette sensation. Voilà, donc merci à D'avoir Blade in the Dark. vraiment une mécanique, ton envie et la ton de... Voilà, mais que la mécanique me propose, quand je mets les mains dedans et que je l'utilise exactement pour ce qu'elle est, elle me propose un plaisir unique qui est pas plus fort ou moins fort que d'autres, mais qui est un plaisir unique qui a été fait parce que c'est cette expérience de jeu. C'est un vrai plaisir ludique et vraiment canon. Voilà, donc je suis sûr qu'on peut l'avoir ce plaisir avec d'autres jeux, mais c'est pour dire que on a parlé que moi je trouve que c'est encore plus beau le jeu de rôle quand mécanique et roleplay, progression de personnages, tout ce qu'on a dit avant et tout ce que nos invités ont dit arrive à se mélanger et à se répondre. Complètement. Bah, ouais, complètement. Et Je c'est pense que- assez rare, je trouve, dans les vieux jeux. Dans les jeux, parce que les mécaniques essayaient de toutes copier Donjons et Dragons, il y avait tous un peu quand même du combat et du machin. Il y a des exceptions, évidemment, vous allez pouvoir me parler de Warhammer, de Ambre par exemple. Enfin, il y a des jeux qui ont des mécaniques différentes dans les vieux jeux. Mais c'est. Ou de Château Falkenstein par exemple. Mais c'est, en tout cas, qui essayait d'ailleurs de donner une expérience différente, parce qu'on joue avec des cartes, etc. J'ai jamais joué à Shadow of Falkenstein, mais quand tu le lis, tu te dis, voilà, la mécanique t'apporte quelque chose de différent, de nouveau. Mais c'est quelque chose qui, je trouve, et en tout cas, que pas mal de game designers essaient de mettre dans leur jeu, et qui est de plus en plus présent, que moi j'ai vraiment découvert avec les jeux Apocalypse World, où, voilà, la mécanique fait partie intégrante de ce plaisir-là, et jouer avec elle t'apporte une substance de jeu qui est particulière, originale, et qui fait que tu joues à ça. T'es en train de manger du canard à orange, t'es pas en train de manger de la choucroute. Et voilà. Je l'ai retrouvé beaucoup avec les jeux de Vivien Fasson et donc Libreté notamment et surtout les Bits d'Acier, mais en tant qu'LG. Mais ouais, je suis d'accord, quand ça se marie, c'est vraiment ouf. Mais j'ai pas de. Je réfléchis, mais j'ai pas de souvenirs comme ça qui me viennent. Donc, ça se marie tellement bien que ça me rappelle un truc de dingue. Ouais. Bah, c'est cool, en vrai, ouais. Moi j'aime bien effectivement les mécaniques, c'est hyper important je trouve, pour jeu de rôle, de toute façon. Et du coup, effectivement, ça peut laisser des souvenirs impérissables quand ça va vraiment. Quand ça match avec le roleplay et avec. Voilà. Après, sur le long terme, j'avoue quand même que quand tu joues dans le jeu de rôle sur le long terme en tant que joueur, et de ma maigre expérience de avoir fait une campagne longue en tant que joueur, mais à la fin, évidemment, comme disait Pierre tout à l'heure, l'évolution psychologique de ton personnage, etc., comme on raconte une histoire, qu'on vit des aventures, etc., la mécanique te crée des situations, mais sur le long terme, ton roleplay a tendance souvent à dépasser cette mécanique. Et pour l'instant, de mon expérience, peut-être qu'il y a des parties sur le long terme où la mécanique arrive à te suivre. J'imagine que quand on joue à Donjons et Dragons sur du très long terme, avoir un build de personnage du niveau 1 au 20, c'est aussi un plaisir comme un autre pour certains Oui. joueurs. Ah oui, Et que complètement. donc fabriquer ton personnage à la fois de son expérience au roleplay, mais en plus mécaniquement pour que ça soit une mécanique bien huilée qui tourne, je pense que c'est... Moi, j'ai pas fait assez de jeux comme ça en tant que joueur pour le vivre. Mais voilà, on n'a pas eu ce genre de témoignage, mais j'imagine que ça fait partie aussi des plaisirs de jeu, du jeu de rôle, quoi. Oui, mais moi, ma dernière anecdote, qui est pas vraiment une anecdote, mais qui va être un conglomérat d'anecdotes, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'aime pas voir mon personnage mourir bêtement. Quand je dis bêtement, c'est pas sur des trucs débiles, c'est vraiment où ça a pas d'intérêt pour l'histoire, ça a peu d'impact, et en fait, on s'en fout. J'aime les morts grandiloquentes, et mon plaisir en tant que joueur, mon plaisir, mon péché mignon, c'est en fin de campagne, que ce soit sur des campagnes courtes ou des campagnes longues, j'aime quand mon joueur se sacrifie et que ça crée du drame. En fait, j'aime les scènes dramatiques. J'aime tenter, je suis capable de. J'ai pleuré sur le dernier Star Wars. J'aime les trucs qui vont me tirer la larme et j'aime bien jouer ce genre de scène. Non, je vais me sacrifier pour toi, Jean-Jacques, parce qu'il faut que tu vives. Tu as une famille et des enfants, alors que moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un pauvre air solitaire. Vis!
Et donc, c'est des super moments que je sais, ça me laisse des très bons souvenirs en général, d'avoir une bonne fin. Et une bonne fin sans une bonne mort, et ben moi, ça me laisse toujours un goût inachevé. Voilà. En tout cas, toi, il faut que ton personnage à la fin de la campagne meure, quoi. Et qui meurt ou qui soit estropié ou qui soit déglingué psychologiquement, globalement, qu'il y ait une sorte de deuil à faire, soit parce que bah, il est mort, soit parce qu'il est plus du tout pareil. Mais ouais, une grande scène mélodramatique. J'aime ce genre de truc. Bah, ce que tu soulèves est assez intéressant, c'est que dans le jeu de rôle, justement, on peut jouer à mourir. Ouais, Et après, on recommence. Donc c'est quand même une manière très cathartique de manger la mort, et c'est quand même assez intéressant. Donc embrassez la mort de vos personnages, rendez-la mémorable. ouais, ouais. C'est... Bon, faut peut-être pas jouer à l'OSR, parce qu'en OSR, la mort C'est de pour ton ça, personnage peut être vraiment c'est pour déglingos ça. de merde. Un jeu de dés. Non, ça fait partie aussi du truc, parce que justement, Et une fois c'est pour qu'il est ça que mort j'aime comme pas une merde, tu l'OSR. relances. Mais c'est pour ça que j'aime pas l'OSR, parce que ton perso, il peut crever sur un truc de mort. Que je vais considérer de merde. Et tout le monde, bah, c'est nul. Personne ne se souviendra pas parce qu'il est mort, il a chuté dans les escaliers. Super, merci à d'autres. C'est Voilà. notre manière Au de revoir. faire de la catharsis, c'est-à-dire que bah il est mort comme une merde, c'est très réaliste, et bah hop, tu prends une autre personne, t'enchaînes, donc c'est pas, tu vois, il y a un côté... Exactement. Mais non, ouais, le OSR c'est bien, mais pas pour. Mais oui, Olchat, tu peux prendre des notes pour la campagne de masque. J'aime mourir. Mais j'aime mourir à la fin. Quand il y a plus rien à jouer, quoi. C'est vraiment l'enjeu est fort. Et j'aime perdre aussi à la fin. Dans le sens, j'aime perdre. J'aime ne pas arriver au bout du bout en étant victorieux, en étant le meilleur des meilleurs. Toi, t'as J'aime trop fait de beaucoup Warhammer, toi. ça, et j'ai trop regardé, c'est le syndrome de Die Hard. Même si j'aime bien mourir à la fin, c'est tu as envie que ton personnage il en chie tout du long, et à la fin il y a quand même un accomplissement, mais il en a chié quoi. Et il est plus pareil. Parce que ça finit bien quand même dans Die Hard, il meurt pas, hein. Alors ça finit bien, ouais, mais bon, tu vois, il en chie quoi. Certes. Très bien, Oui, bah c'est écoute, vrai. s'il y a personne d'autre sur le chat, on a, Il y a on a fait personne d'autre. notre... Enfin, de volontaire, j'entends. Ouais, bien sûr. Non, il y a personne d'autre en salle commune, il y a personne d'autre sur le chat. Est-ce qu'on fera un deuxième round de ce truc-là? Ça peut être très sympa aussi. Peut-être le côté anecdote, mais pour raconter d'autres choses, enfin, pas forcément pour le plaisir, mais pour d'autres choses. C'est un format cool. Et c'est sympa d'avoir plusieurs personnes qui viennent discuter avec nous sur quelques minutes. Donc merci à tous. Merci à tous ceux qui sont venus. Ouais, merci à Merci à tous. ceux qui ont écouté, merci à ceux qui vont écouter lorsque cette vidéo sera Exactement. en ligne. Normalement, j'essaierai de la mettre demain. Merci à vous. À bientôt Yes. sur JDR Factory. Bonne À la soirée et puis, prochaine. bah, à la prochaine. Et rejoignez-nous sur Discord, c'est sympa.